Et c'est quand même plus profond que ça, parce qu'on parle souvent de la période Covid comme si c'était, mais ça aussi, les politiques aiment bien réduire la problématique de l'endettement à des périodes exceptionnelles. On dit, il y a eu la période Covid. Voilà, c'est un peu comme quand on parle de l'endettement, vous retrouvez systématiquement, bon, on va plus soigner les malades, il y aura plus de lits d'hôpitaux. Non, non, mais arrêtez, on a fermé des lits d'hôpitaux depuis 15 ans, hein. On n'en a pas, on s'endette comme des dingues depuis une quinzaine d'années, excusez-moi d'être Bien sûr. trivial, mais paradoxalement et parallèlement, nous fermons des lits d'hôpitaux. Et quand on salarie du monde dans l'hôpital public, généralement, c'est pas des médecins ou des infirmières, c'est plutôt dans la partie relations humaines. Je veux C'est bien l'administration soft-skills de. aussi parfois, qui s'est aidé même, mais voilà, c'est l'administration. Donc, le problème, c'est quand même de réduire ça à la période de la dette aussi, à dire, c'était le Covid, on était obligé, il y avait une pandémie mondiale, on n'avait pas le choix. C'est pas tout à fait ça. Là, on continue à s'endetter à hauteur Plus que c'est serpent. c'est une politique délirante parce que quelque part, vous avez fait des chèques en blanc. Vous avez envoyé, vous avez directement, vous avez directement injecté de l'argent Ce qui a sans limite. poussé évidemment les marchés actions et les bulles après quand on parle de le principe de l'épargne. Pourquoi? Si vous avez de l'épargne à protéger, si vous injectez au mauvais endroit et d'une mauvaise façon de l'épargne, elle se retrouve dans les marchés actions. Bien souvent, vous avez des bulles, vous avez un système qui est totalement déréglé. Ou finalement, est-ce qu'il y a de la valeur? On entre un peu dans une période, mais tout ça conduit à des survalorisations et des surdépenses, si vous voulez. La prochaine crise, ce sera celle des survalorisations. On pourrait la baptiser comme ça. Là, vous avez une étape finalement de fin de règne aujourd'hui qui vient d'une polarisation du monde avec on en parlait précédemment un peu des empires comme ça qui se renforcent, la Chine notamment, justement les États-Unis qui veulent quand même redevenir ou devenir vraiment le vrai empire finalement qu'ils sont prêts à être aujourd'hui. Et puis après, alors l'Europe, là, ça part totalement dans le mauvais sens de l'histoire. Et puis vous avez des systèmes donc qui font que par rapport à cette polarisation, on arrive un peu à la fin, par exemple, du carry trade avec le Japon. On sait que jusqu'à présent, les Japonais qui avaient des taux bas, il y a 3 ans, on était vraiment en territoire négatif. Aujourd'hui, on doit être à autour des 1%, quand même, donc Mhm. positif sur les taux de la Banque centrale japonaise. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de la même façon. C'est plus aussi avantageux. Le principe du carry trade, pour être tout à fait audible, c'est de s'endetter au Japon, puisque les taux sont très bas, voire négatifs. Et puis, on va investir sur d'autres zones du monde, notamment les États-Unis, on a des taux plus élevés, y compris sur les marchés actions, de la croissance. Donc vous endettez à taux bas et vous gagnez à taux élevé, entre guillemets. Ça, c'est en train un peu de se réduire. On voit bien que le Japon entre finalement dans une autre période de son histoire. Donc vous avez premièrement une fin d'histoire comme ça où le monde était totalement mondialisé, où l'Europe était libérale, la Chine était devenue libérale, tout le monde était un peu au même niveau, parce que les Chinois qui étaient au départ communistes étaient devenus aussi capitalistes que nous, et tout le monde était un peu... Là, l'Europe devient vraiment socialiste, la Chine devient un vrai empire, puissant, qui a des volontés hégémoniques, l'Amérique est en train de rester dans la course et de tout faire pour avoir, c'est ce que j'expliquais précédemment, une nouvelle forme d'hégémonie qui est plus sur le dollar, mais qui va reposer sur d'autres axes, stablecoin avec le Genius Act, là aussi j'en ai parlé régulièrement, ou les décisions politiques avec une connivence aussi avec BlackRock, toute cette génération maintenant de grosses institutions de gestionnaires d'actifs qui vont accueillir des entrées de capitaux de l'Arabie Saoudite, Qui vont du capter, Saudi, oui. qui vont capter. Mhm. Donc ça veut dire que c'est pas le dollar qui va capter l'épargne, le mettre dans le marché action, les mêmes valeurs, ça va se passer différemment. Mais les Américains sont encore dans cette idée-là, si vous voulez. Dans Et une attitude de prédateur. et l'attitude de prédateur et de dominant, surtout, de Mhm. vouloir être les patrons du système encore. Mhm. Donc tous ceux qui disent l'Amérique c'est fini et tout, non, non, l'Amérique c'est pas fini, hein, c'est que là-bas vous voyez encore le maximum Mhm. d'innovation. Dehors, on confond souvent parce qu'on est occidentaux, américains, européens, on a tendance à se dire par rapport aux Chinois, on n'est pas dans la course, les Américains non plus. Non, non, ça n'a rien à voir. Allez faire un tour aux États-Unis, vous verrez que ça n'a rien à voir avec les voitures autonomes, vous les voyez dans les rues, vous voyez et c'est pas les Tesla même, hein, c'est Oui, c'est sûr que sur l'innovation, ça a toujours été un pays, oui. et donc ça, c'est la phase qui va être un peu de latence, où il y a des rivalités que je décrivais, là, qui sont un peu organisationnelles, on va dire, en lien avec les États, la façon de mener les États. Et après, il va y avoir une grosse crise, là, durant les temps qui viennent, une cassure qui va être la cassure des survalorisations. Donc si vous avez des actifs, si vous êtes épargnant, et que vous avez, pour ceux qui écoutent, des actifs qui sont survalorisés, c'est quoi être survalorisé? C'est vous dire, bon, j'ai les épargnes d'une société qui, pour le moment, elle n'est pas rentable, vraiment, Mhm. on y croit, on sent qu'elle est dans un... Et enfin, ça marche pas, quoi, c'est pas rentable, hein. Et pourtant, elle est déjà cotée très cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est survalorisé, tout simplement. Mhm. Donc, entre guillemets, c'est des sociétés, par exemple, qui ont réussi à capter
Le principe de la bourse, c'est très simple, hein. Vous avez c'est pas la rentabilité de l'affaire, c'est la conviction qu'il y a en la société qui fait que l'action monte. C'est pas la rentabilité. D'où les bulles. D'où les bulles. Donc l'IA, si on dit le monde va être numérique, il faut investir dans l'IA. Quelles sont les grosses sociétés dans l'IA? Bah, c'est celle-là et tout. Et quand on va comprendre quand ça va se peaufiner après, que par exemple, il va y avoir une société dans l'IA qui va sortir réellement, je vous donne un exemple, mais une société, même OpenAI qui fait Sora aujourd'hui, c'est un peu une première, Sora, de réussir à faire des vidéos comme ça par de l'IA. Manipuler l'image à ce point. Ouais. Vous avez une société qui parvient réellement finalement à créer un modèle disruptif, comme l'iPhone a Qui été, crée une rupture. Ouais. qui est un effet waouh, entre guillemets. Et là, L'iPhone, il y a eu un effet waouh. et là, on peut discerner. On est passé d'un monde où, justement, on fait la distinction entre on sent que tout le monde va avoir des portables. Quand on avait encore une valise ou un tatou, on se disait après tout le monde pourra téléphoner dans la rue. Mais on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer. Et après, il y a un moment où on s'est dit BlackBerry, tout ça. Et tout le monde a acheté des iPhones. Et on savait que c'était parti pour un moment. Et Apple est devenu ce que c'est devenu. Et là, il va y avoir un moment où ça peut se passer grâce à Grok, ça peut se passer sur OpenAI, ça peut se passer sur des sociétés, et ça peut se passer sur d'autres sociétés aussi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'affût, où il va y avoir quelque chose de vraiment disruptif et où tout l'argent qui avait été logé dans la conviction sur l'IA dans certaines sociétés, où, je dis pas toutes, hein, tout ne va pas s'effondrer parce qu'il y en a qui, après il y a des subtilités à prendre en compte, comme la nécessité, on va dire, plus industrielle, là aussi j'en parle régulièrement sur l'IA pour certaines sociétés que pour d'autres. Mais quand on va comprendre qu'il va y avoir une société finalement où l'intelligence artificielle, c'est vraiment en matière de, on va dire, Grok, l'IA comme ça, en tout cas intellectuelle, ça va être Grok et pas le reste. Tous les espoirs qui étaient logés sur le reste financier, ça va. ils vont venir ici. Donc c'est là où il va y avoir énormément d'effondrements durant les temps qui viennent. Mais pourquoi je dis ça? Parce que on vit une période où, sous toutes les coutures, privé, public, perso, tout est survalorisé. Un politique qui va financer une opération, on y revient, vous dit ça a coûté 300 millions, il faut 300 millions. Si c'est un entrepreneur, ça ne coûterait pas 300 millions. Et c'est le politique, c'est survalorisé. Une action aujourd'hui, pour le moindre espoir, accueille des fortunes, c'est survalorisé. Vous êtes entrepreneur, vous avez une société, qu'est-ce que vous faites? Vous la valorisez, pour ce qu'elle a un peu marché. Vous êtes producteur, vous dites j'ai fait une émission, avec Tom Benoît, elle a fait 500 000 vues. Il y a une valorisation, il y a une valeur. Regardez, j'ai la capacité. Donc ma société vaut 100 000 euros. En réalité, personne ne l'achèterait à 100 000. Hein. Mais elle a une valorisation. Et donc, on est dans un système où tout est survalorisé, si vous voulez. Donc la crise qu'il va y avoir, c'est tout simple, c'est la crise des survalorisations. Donc il faut être rationnel. On revient toujours au réel en matière d'économie. Hein. Ça fait penser un peu à l'immobilier aujourd'hui en France, dans certaines régions, en particulier à Paris. Pourquoi il est survalorisé? Parce que, comme j'expliquais précédemment, l'endettement, il repose sur de l'endettement. L'endettement va être plus compliqué, les banques prêteront moins aux Français. Donc si vous avez 90% de l'immobilier qui reposait sur le fait que les banques prêtent, si les banques prêtent plus, ça va être plus compliqué. Et de notre côté, c'était plus des Français, c'était des étrangers qui achètent de l'immobilier premium. Donc forcément, ça déséquilibre le marché. Et aujourd'hui, les étrangers, ils ont plutôt tendance à se dire on se méfie de la France. Pour des raisons politiques, on va plutôt aller ailleurs. Donc forcément, le marché est survalorisé. Mais c'est pas tout l'immobilier, hein. Il y a encore de l'immobilier qui est intéressant à détenir en France. Mais par contre, oui, il va y avoir une crise de l'immobilier en France, ça c'est sûr. Je voulais parler aussi de l'Union européenne et des questions de souveraineté. Est-ce qu'il est encore possible, j'entrevois déjà votre réponse, mais d'être souverain dans cette Union européenne? Parce que la question derrière, c'est aussi de se dire, est-ce qu'il y a un programme politique aujourd'hui qui a de la valeur, un programme politique économique qui a de la valeur dans l'espace européen, en sachant qu'il y a de moins en moins de modéré même que ce que vous pouvez imaginer. Alors moi, je ne suis pas européen convaincu, hein, pas du tout. L'Union européenne aurait pu être une réussite. Ça aurait pu être une bonne chose. Moi, je suis contre le gommage des nations. Je disais que j'aime les nations pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire les langues, et en Europe, on n'aurait jamais pu devenir ces États-Unis d'Europe, évidemment, comme ça, vous vient de dessiner ce dont rêve Raphaël Glucksmann aujourd'hui, mais qui est l'héritier après de personnalités que j'ai rencontrées, pour lesquelles j'ai une profonde sympathie, par exemple, comme Jean-Claude Trichet, mais c'est un point de divergence totale que nous avons, Jean-Claude Trichet et moi-même, mais qui est quelqu'un de brillant par ailleurs, et qui lui est très européen dans l'âme, et qui voulait créer cette uniformité au sein des nations européennes, presque sous toutes les coutures. Moi, je suis contre. Mais là, on parle même pas de business ou d'économie ou de politique, on parle de philosophie réellement. Est-ce que vous êtes pour créer une uniformité, oui ou non? C'est tout. Moi, j'étais contre à la base. Par contre, dans l'absolu, il faut pas être entêté. Si on se dit,
en effet, il pouvait y avoir des décisions conjointes qui soient prises. Je dis oui, en effet, parce qu'on est quand même européens, on est des petits pays qui se ressemblent, on a une culture qui est commune, mais ça imposait pas de gouvernance. On a mélangé, on a amalgamé le fait d'avoir des collaborations entre pays européens, donc on signe un traité, comme la Russie va signer avec l'Inde, une collaboration, ils font partie des BRICS, ou les pays de l'ASEAN, plus largement, comme ça, qui disent on est des pays qui se ressemblent un peu plus, on partage certaines valeurs et certaines stratégies, on va collaborer. Ouais. Et la gouvernance. Et nous, l'Union européenne, nous ne pouvons. Et le Rassemblement national donne sa part au chat, malheureusement, il n'y en a aucun qui a le courage de le dire. On est européens au sens où on est des pays européens qui voulons collaborer entre pays européens, mais on ne veut pas qu'il y ait de gouvernance européenne. On peut créer un produit européen au sens où on va avoir, même dans l'absolu, je vais vous dire, là, ce qu'ils sont en train de préparer de plus en plus au sein de l'Union européenne, c'est l'immatriculation des sociétés. Là aussi, j'en ai un peu parlé, vous verrez que demain, moi, pas sans vous dire, vous créez une société en France, c'est pas possible. Regardez l'Assemblée nationale, les députés qui vous expliquent qu'il faut taxer, il faut la taxe Gaza, il faut la taxe, il faut... ça part vraiment dans tous les sens. Et tu dis, on va créer une société, c'est plus possible. L'Union européenne va dire, non, non. On refait finalement ce qu'on aurait dû faire, parce que quand vous regardez l'UE, c'est quand même assez incroyable, c'est que vous regardez les choses à plat, vous observez que les pays s'étouffent, se nécrosent, et que l'Union européenne crée ce qui permet justement de souffler un petit peu, après de dire ça marche tellement pas à l'intérieur que nous on va créer quelque chose de simple, voilà, vous pouvez vous connecter facilement, vous avez un portail qui marche. Dans notre sens, pour certains pays comme la France ou l'Allemagne, ça a été un véritable carcan. Ouais, parce que regardez même l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce qu'on en a fait, mais c'est presque à se demander, il faut pas être suspicieux, mais si le déclin réellement avec l'intégration des députés LFI, ou même certains au Rassemblement national, pas sérieux, sincèrement, il y a des députés, l'humour qui est fait à l'Assemblée, les tenues vestimentaires, la façon d'être, c'est vraiment ridicule. C'est-à-dire, quand je suis à l'étranger, moi, j'ai honte d'être... C'est pas le reflet. Ouais, c'est pas pas le cas au Parlement européen. Il y a plein de personnes avec lesquelles je suis pas d'accord au Parlement européen, ils sont pas ridicules, ils sont pas risibles. Est-ce que c'est pas le reflet à un moment donné que l'Assemblée nationale n'a plus le pouvoir qu'elle prétend avoir? Ouais, absolument, mais vous avez tout résumé, c'est ça. C'est que l'Assemblée nationale n'a plus le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on vous dit, moi qui suis pas européiste, si on me dit, qu'est-ce que vous qualifiez comme étant le plus sérieux, le Parlement européen ou l'Assemblée nationale? Et ouais, le Parlement européen, hein. Le Sénat, c'est encore un peu correct, mais on dit oui, oui. Sans hésiter, les gens qui sont au Parlement européen me semblent quand même plus normalement constitués que ceux qui sont à l'Assemblée nationale, sans être insultant, hein, mais je veux dire, c'est... Et donc, on se retrouve avec une Union européenne qui crée finalement ce que la France aurait dû conserver. Parce que si on avait une vraie Banque de France avec des gens sérieux, si on avait justement une des ministres qui soit là aussi un petit peu plus... Sincèrement, je trouve indigne que Sandrine Rousseau soit députée. Je peux être au bord de... Mais je trouve indigne que on fasse que BFM TV, qui m'a jamais invité, Apolline de Malherbe ne m'a jamais invité, je l'appelle pas, je veux dire, invite Patrick Sébastien pour se demander si on doit sortir de l'Europe, pour... Je trouve vraiment ça indigne. Les Américains ne le font pas, hein. Ça a été la réaction d'un monsieur comme Gérard Haro qui disait d'aborder ces questions-là avec... Alors, on peut avoir une opinion. Chacun est libre d'avoir une opinion. Alors, il faut on n'en fait pas soit vraiment ouvert. une analyse sur les médias. Si Patrick Sébastien intervenait dans les médias, après, il y avait un grand sujet avec un bandeau sur Patrick Sébastien les 2 jours qui ont suivi, et il y avait, je crois, Christophe Barbier sur le plateau, qui disait, le sujet, c'était Patrick Sébastien veut renverser la table en 2027. Bandeau bleu. Patrick Sébastien, c'est quand même celui qui chantait « Est-ce que tu l'as vu mon cul ?» il y a 6 mois. Et là, BFM TV fait, qui est la première chaîne d'information de France, le titre « Patrick Sébastien, que va-t-il faire sur le plan politique ?» C'est un peu que Patrick Sébastien, il n'a absolument pas la capacité, ça c'est une réalité, de discuter sur ces sujets-là. Là, il y a un vrai problème de légitimité. Il y a des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Vraiment, je pourrais vous en citer, même Glucksmann, par exemple. Je partage aucun des points de vue de Gabriel Glucksmann. Et Zuckman. Et pas non plus. Mais j'ai aucun problème à ce que ces gens-là soient fabriqués pour incarner une opinion qui est contraire à la mienne. Patrick Sébastien, ça pose un problème. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'Union européenne va s'imposer petit à petit, et on le voit déjà, finalement, en regroupement politique, en organisation politique, qui va immatriculer les sociétés, qui va récolter l'impôt, qui va permettre de distribuer les permis de conduire et de les réglementer, qui va permettre... Dans des étés numériques européennes. Et la sécurité sociale, on dira, vous êtes surendetté, vous n'arrivez plus à
assumez vos dépenses sociales, assumez vos retraites, on va faire une caisse de retraite européenne, il va falloir cotiser à l'Europe. Mais le modèle solidaire français avec cette retraite, sur cette question d'ailleurs sur la retraite, est-ce qu'il est possible de passer outre cette réforme quelque part et de conserver ce qui a été, parce que finalement ce qui se dessine à l'horizon, c'est une privatisation de ce système, et ceux qui auront les moyens pourront s'arrêter de travailler et d'autres... Je vous fais une réponse de politique ou une réponse sincère? C'est une réponse pour le long format. Voilà, je fais une réponse sincère. La réponse sincère, c'est que est-ce qu'il y aura encore des systèmes de retraite tels que nous les avons connus par répartition durant les années qui viennent, dans le monde qui se prépare? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il est judicieux, à titre individuel par exemple, de se dire, bon, ben, je prends ma résidence fiscale à Dubaï si je suis entrepreneur et je paye 500 € par mois pour avoir une mutuelle privée, ou si je suis aux États-Unis, je prends une mutuelle privée aux États-Unis aussi, et je suis autant protégé que si j'avais ma sécurité sociale en France, mais je la paye chaque mois? La réponse, c'est oui. Si vous gagnez 5 000 € par mois, on va pas aller taper dans les... Voilà. Bah, vous payez 500 € par mois, et vous êtes dans un pays où il y a 0% d'impôt, ou 9% en Dubaï maintenant, alors si vous êtes à 5 000, vous êtes à... Et vous payez ça. En France, vous avez quasiment... Parce que la réalité de l'imposition en France, c'est que si vous faites des affaires, un tout compris, vous êtes à peu près à 60% de dépenses, on va dire, au-delà des impôts. Si je vous fais un don, vous, entre particuliers, vous déclarez, vous payez 66% d'impôts. Et si vous faites des affaires, dont entre particuliers, de compte courant à compte courant, et si vous faites des affaires, la réalité, c'est que si vous calculez les frais de fiscaliste, les frais d'imposition, de taxes, toutes taxes confondues, vous voyez là aussi, c'était un député à l'Assemblée nationale qui parlait du budget et qui n'était pas au courant de la cotisation foncière des entreprises. Parce que vous avez des personnes qui sont tellement déconnectées que pour eux, il n'y a pas... Michel Sapin disait, on est très loin de l'enfer fiscal sur BFM TV il y a quelques semaines. Pour le deuxième pays, voire le premier pays qui Voilà, le plus taxé de l'Union européenne. Mais non, on est très loin de l'enfer fiscal, il n'y a pas d'agonie. Si, il y a une agonie. Donc, la réponse à votre question sur les retraites, c'est que, est-ce que le système peut tenir? Non, il ne faut pas croire que tout ceci a existé depuis toujours. Les retraites, ça a quelques décennies. La sécurité sociale, sous sa forme actuelle, c'est après 1945, et telle qu'elle est vraiment faite aujourd'hui, c'est les années 80. Mais il y avait déjà l'équivalent après, à partir... C'est quoi? C'est 40, 50, 60, 80 ans d'histoire. Mais il faut pas croire que ça dure toujours, et que ça dure si on est un pays riche, et si on est un pays... Mais ça questionne plus sur la mentalité de notre société, la philosophie qui avait été celle de la France, de la solidarité, de dire qu'il y avait une prise en charge pour ceux qui étaient en difficulté, ou les plus faibles, nos aïeux. Le vrai sujet, c'est quoi en filigrane sur les retraites et sur la sécurité sociale? C'est l'immigration et c'est le soutien aux autres pays. C'est tout. C'est que dans l'absolu, si les caisses sont vides, elles le sont aussi pour aider l'Ukraine, sans dire qu'il faut que les Ukrainiens soient massacrés. Au contraire. Hein. C'est la question de se dire qu'il y a des milliards pour lesquels on s'endette qui partent pour la guerre en Ukraine. Médical d'État. Oui. Si on ne peut pas soigner un Français qui a cotisé, comment est-ce qu'on peut justifier qu'on va réviser le cahier des charges qui permettait de soigner ce Français? Il peut être d'origine étrangère, hein, c'est pas, mais un Français en tout cas. Et par contre, quand il va arriver un étranger qui est illégal sur le territoire, on va le prendre en charge médicalement. C'est pas possible. Enfin, moi, ça me semble pas possible, personnellement. C'est là où il y a un problème. Du côté de la LFI, on vous dirait, oui, mais ça fait partie aussi du fait que on ne puisse pas aller... Ça, c'est oser les chapes pas gagner d'argent, la fille. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a rien dans le mais c'est... Et même le Rassemblement national, hein, je vais pas taper sur LFI. C'était ma question d'ailleurs, il n'y a pas de programme économique qui trouve grâce à vos yeux. Bon, parmi les gros candidats, je fais une interview, je ne sais pas quand vous allez diffuser celle-ci, dans quelques jours, de David Lisnard. D'accord. Président. On suivra, hein. Suivez sur la chaîne YouTube de Tom Benoît. Et j'apporte pas de soutien, hein, c'est pas... Voilà, mais sur les programmes les plus libéraux aujourd'hui, c'est vrai que ça va être plutôt du côté CNAFO, Lisnard, où il y a une once. Alors, est-ce que c'est tout à fait sincère? Je ne sais pas. Personnellement, je pense qu'ils ne mettent pas le doigt sur tous les sujets. Moi, j'ai fait des propositions concrètes. Elles ne sont pas écoutées, hein, elles sont pas... Mais j'ai des propositions. Je vous dis, il faut vraiment abaisser l'imposition sur les sociétés, mais pas en disant c'est la méthode facile. De notre côté, il faut créer des zones franches pour attirer ce que font les US aussi, ou ce que font les Émirats Arabes Unis, des capitaux et des sociétés qui vont performer
dans l'IA, dans les technologies et qui vont avoir des avantages. Et plutôt que de faire des banlieues autour des villes en France, comme on fait depuis 30 ans, vous créez des zones franches. Et vous avez des DFCI à Dubaï qui vont être la free zone de Dubaï. Vous allez en faire un peu autour de Bordeaux, autour de Lyon. Pour créer un dynamisme. Vous créez une dynamique, voilà. Vous rassurez. Vous faites une amnistie, il faut rassurer aujourd'hui. Les investisseurs et les concitoyens, il faut vraiment. Moi, si demain j'arriverai au pouvoir, ça ne sera pas le cas, hein, je vous dis, mais si j'arrive au pouvoir, première des choses que je fais, c'est que je rassure vraiment. Mais pas avec des mots. J'entre dans la Constitution que pendant 10 ans, il n'y a plus de modifications à la hausse des impôts et qu'il peut y avoir uniquement des modifications à la baisse. Donc ça veut dire que déjà, tous ceux qui étaient. Il y a combien de millionnaires qui sont partis en 2024 de France pour aller mettre leur argent ailleurs? Ah oui, il y a une fuite des gens qui partent à Luxembourg, en Suisse, à Dubaï, aux Émirats. Combien de jeunes qui se disent « Je ne veux pas démarrer ma vie d'ingénieur ou d'entrepreneur en France, je vais aller en Chine directement ou aux États-Unis ». Donc ça veut dire que vous dites non, il n'y aura pas d'augmentation, donc vous exprimez aux gens qui sont au début de leur vie active ou ceux qui sont détenteurs de capitaux, qui peuvent laisser et qui doivent même laisser leurs capitaux ici parce que ça va marcher, parce qu'on ne va pas leur prendre. Donc vous sécurisez, ce qui est le cas dans les pays qui fonctionnent. Donc vous avez toute une panoplie de réglementations qui seraient à mettre en place, réduction de la TVA obligatoire également avec un taux fixe qui n'excède pas 15%, vraiment. Il ne faut pas que la TVA dépasse 10 ou 15%, grand maximum. Et suppression de notre côté de tout ce que j'appelle la politisation de l'économie. Libéral et capitaliste, donc les crédits d'impôt, recherche et développement, les crédits d'impôt à la formation, tous ces milliards qui partent chaque année et qui justifient que de l'autre côté, à celui qui a créé de la valeur, on va lui prendre de l'argent via des taxes, et à celui qui n'a pas spécialement fait de l'idéologie. Voilà, fait de l'idéologie, on va lui distribuer des chèques. Donc vous supprimez tout ça. Et là, vous commencez un peu à remettre le pays en fonction, mais c'est un début. Hein. Après, est-ce que les Français sont prêts pour ça dans leur majorité? À voir. Encore une autre problématique. C'est même pas présenté par les plus libéraux qui sont des vrais politiques. Hein. Moi, je suis pas un politique, mais CNAFO, Lisnard, ne vont pas jusque-là. Ils ont des idées qui sont déjà quand même correctes, on va dire. Donc c'est vrai que s'il y avait... Je veux dire, il y a des paliers. Là, aujourd'hui, vous êtes dans une phase réellement d'agonie. Si on continue sur cette voie, demain, la France sera vraiment terminée. Ce sera un pays qui sortira de l'histoire, ça va être différent de l'adresse, hein, ça va pas être la même chute, et il va y avoir une chute. C'est déjà plus ou moins le cas. On voit au niveau géopolitique la manière dont Emmanuel Macron est traité et comment la France est considérée un petit peu comme un pays. Économiquement, ça pèse encore un peu. Regardez aujourd'hui vous avez encore des sociétés. On a un pays, une population qui se paupérise aussi. Il y a aussi cette peur qui fait aussi que ces gens-là se dirigent aussi vers des partis comme la LFI qui parlent, qui ont un discours pour ces classes moyennes qui sont au bord de devenir bien sûr, des ménages pauvres, des gens qui en ont assez aussi d'être méprisés par une certaine classe sociale, comme on le dit, une classe politique, comme vous le disiez. Donc c'est là où, à titre individuel, après, je crois qu'il y a beaucoup de gens en France qui vont se poser la question, et c'est ce qui est inquiétant pour l'avenir du pays, en réalité, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie réellement de faire partie d'un pays où il y a un gros problème de mindset en France? Le gros problème, c'est l'état d'esprit. Hein. C'est pas seulement les dirigeants, c'est que les dirigeants ont la mentalité aussi de leur population. Ce sont des gens, comme je vous le disais précédemment, qui cherchent plus l'excuse que la solution. Quand les Américains cherchent la solution, c'est comme on parlait des marchés précédemment. Vous regardez en France aujourd'hui, tout le monde, même dans les médias alternatifs, dit « Regardez, j'ai raison » et cherche à avoir raison. Les Américains, que ce soit influenceurs, financiers, ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à avoir eu raison, à ce que les autres l'aient compris. S'ils ont eu raison, l'Américain l'a compris, il a fait ce qu'il fallait, il a gagné de l'argent. Il y a un côté beaucoup plus rationnel aux US qui fait que ça marche, quoi, ça peut fonctionner. Et ici, il y a un problème réellement de mindset. Donc déjà, s'il y avait une soupape de décompression, je ne dis pas, mais les seuls, par exemple, pour saluer des politiques qui ont fait un peu la part du job, c'est le groupe UDR de Éric Ciotti, qui a voté, Jérôme Verny, les autres, contre toutes les lois liberticides ou les surtaxes qui étaient présentées tour à tour par Horizon, les unités de compte improductives, le Rassemblement national, les socialistes. Le RN, c'est bien beau, mais je veux dire, je veux pas taper sur le RN. Je crois que même les députés RN qui se rendent compte un peu quand même, ils se retrouvent finalement avec le nom. En plus, on les assimile à l'extrême droite. C'est un parti socialiste. Ils sont devenus socialistes. Et ils pensent que le simple fait de dire « mais on est le Rassemblement national » va suffire à ce que des gens puissent se dire « on vous attend ». Ils vous ont déjà montré tout ce dont ils étaient capables. Donc s'il y avait une soupape de décompression avec un groupe, je ne sais pas si ça peut être incarné par des gens comme Lisnard, Knafo ou Ciotti, ces gens-là, ça permettrait déjà temporairement d'arrêter le massacre.
Et ça ne serait pas les solutions. Les solutions, je commence à vous les... En même temps, ce sont aussi des partis qui misent aussi sur l'idéologie, sur, on en parlait un petit peu, sur la religion, sur ces fractures-là un petit peu, et c'est entre guillemets, je pense personnellement que c'est pas très réaliste d'être dans Totalement. cette direction-là, et c'est pas dire la vérité aussi d'une certaine manière aux Français. Vous parliez de redynamiser un petit peu ces territoires. S'il y avait ce discours-là, peut-être que ce serait beaucoup plus audible pour les Français. De dire qu'on va vous permettre de travailler. On va pas inverser le rôle, mais je vais vous faire une réponse qui va être sous forme de question. Est-ce que vous pensez réellement que les Français ont envie de devenir une puissance capitaliste, les 70 millions de Français? Je pense que c'est pas à moi de répondre. En principe, c'est à vous de. C'est à moi de poser une question, mais. Ça veut dire que je pense pas. Oui, oui, mais quelque part, il y a peut-être un entre-deux aussi, un équilibre à avoir, une manière de jouer en même temps, et c'est des gens en poste depuis quelques années. Est-ce que vous pensez que les Américains, eux, veulent être des capitalistes dans l'âme et mener leur vie? La réponse est oui, inéluctablement. D'ailleurs, c'est là où... D'ailleurs, ça me ramène aussi à une question, celle des intérêts de cette classe politique, finalement. Est-ce que avoir le bilan, pour finir sur ça, voir le bilan de ces 7 ans de Macron, bientôt 10, est-ce que ça a été dans l'intérêt des Français ou ça a été dans l'intérêt d'autres groupes? Vous parliez BlackRock au début, avec ses sommets Choose France, où on a des financiers. Le problème de Choose France, c'est qu'il y a une annonce d'une année sur l'autre qui succède. On annonce des milliards sur des milliards. C'est-à-dire qu'on additionne les milliards qui avaient été annoncés, mais dont le plan a été retardé, recalé à l'année suivante, comme les nouveaux milliards. C'est-à-dire que vous avez en plus des 10 milliards de l'année avant, 10 nouveaux milliards. Et tout ça avec un point de vue tellement monopolistique en plus que c'est, comme j'ai expliqué sur les Choose France, c'est pas du libéralisme, c'est de la supercherie. C'est de la fumisterie pure et simple. Du macronisme. Est-ce qu'il y a un synonyme dans tout ça? Mais le sommet Choose France, c'est quand même vendre les appareils de production ou les potentiels de la France à des puissances étrangères, plutôt que d'attirer des capitaux qui vont pouvoir amener leur pierre à l'édifice à un écosystème français. Et tout ça avec un point de vue... Frédéric Aguillon, qui est, on dit, prix Nobel d'économie, mais qui est l'équivalent de prix Nobel d'économie, qui avait fait le programme d'Emmanuel Macron, qui est l'architecte économique financier de Macron. Beaucoup, Piketty, ils sont quasiment tous d'accord. Je veux dire, c'est un peu la même bande autour de la Macronie. Aujourd'hui, il y a un centre ramolli qui est effectivement ni de gauche ni de droite, qui est pas vraiment... On sent qu'ils sont pas mal intentionnés. Par contre, on va pas les féliciter non plus de simplement pas être mal intentionnés. Je veux dire, moi, j'ai eu de l'audace. Moi, je me suis mouillé. Guillaume Casbarian, qui était ministre de je ne sais plus quoi, il est rien du logement, et qui aujourd'hui dit « Moi, je suis un libéral, mais je suis macroniste ». Bravo, mais je veux dire, il suffit pas de dire je suis libéral, mais par contre, j'ai adhéré à Renaissance pour avoir une place un jour. Oh, j'aurais pu faire une belle carrière de politique, ça m'intéressait pas, parce que je suis pas parisien dans l'homme et que j'avais envie de mener cette vie et que j'avais d'autres objectifs. Mais j'aurais pu. Mais à ce moment-là, j'aurais vendu entre guillemets mon âme au diable et j'aurais pas dû attendre ensuite à ce qu'on vienne m'en féliciter. C'est pour ça que je saluais au moins le cran de certains politiques comme Lisnard qui, ils sont dans le move, ils sont dans la dynamique qui permet d'être dans la danse, mais ils vont quand même dans la bonne direction et pas dans la mauvaise. Donc le problème, c'est que Frédéric Aguillon, tous ces gens, ils savent pas faire de croissance, ils ne savent pas en générer, ils savent pas gérer l'économie d'un pays, mais ils vous expliquent comment on va générer de la croissance en créant des monopoles et en créant de l'économie dirigée. Donc ils disent, comme Emmanuel Macron l'avait dit au Collège de France lors d'une conférence avec Mario Draghi il y a quelques années, il faut se résoudre au fait qu'il n'y ait plus de plusieurs sociétés qui fonctionnent dans un même système et qui y ait un champion dans l'IA, par exemple, qui sera peut-être français ou peut-être pas, peut-être polonais, et qui est des champions très polarisés, comme ça, européens. Donc, par champion, qu'est-ce qu'il veut dire? Champion, c'est l'euphémisme, ou en tout cas, c'est l'enjoliveur de monopole. Hein. Si on dit on va créer un géant qui va être une société monopolistique, ça attire pas beaucoup, les gens se disent oui, bah c'est génial, mais enfin, comment est-ce qu'on va pouvoir? Alors, si on dit un champion, on dit on est les champions, c'est très bien, on va être derrière le champion. Et c'est pas comme ça que ça marche. Et si vous avez des monopoles, qu'est-ce que vous avez? Vous avez moins de croissance. Pourquoi? Parce que plutôt que de faire fonctionner l'économie, vous l'arrêtez, l'économie. Ça veut dire que vous dites non, 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 il n'y a plus d'entreprise, là. Il ne va pas y avoir de facture entre telle entreprise et telle entreprise, il ne va pas y avoir de concurrence, il ne va pas y avoir une entreprise qui va
s'effondrer si elle rate son coup. Non, il va y avoir un champion, c'est le champion. S'il fait une erreur, il faut pas, on va le soutenir, on va le Concentration. on fera des prêts. Il va y avoir une concentration, il va y avoir tout ça va être décidé. Et donc les personnes qui prétendument veulent relancer l'économie se rendent pas compte et sont des prix Nobel, soi-disant, j'ai envie de dire, puisqu'en plus il n'y a pas de prix Nobel d'économie, mais ne savent pas en faire de l'économie. C'est comme si vous aviez, on refait un parallèle culinaire, quelqu'un qui fait... Ils connaissent l'économie, Voilà, ils savent mais pas. qui n'a aucune connaissance nutritionnelle. Forcément, à un moment où il... Ils ont trahi ces politiques-là, les Français. De fait. Je crois qu'ils n'ont jamais eu, quand même, sincèrement, ces personnalités-là, c'est là où c'est assez singulier aujourd'hui, le cran de se présenter, et ça c'est symptomatique de l'époque, devant les Français. On se retrouve de plus en plus avec des politiques, finalement, qui sont conscients même d'être des illustres inconnus. Auparavant, il fallait que ça prenne un peu, quand même, hein, quand on fabriquait. La politique, ça a toujours été, je trahis rien en disant ça, mais quand même un théâtre politique. Mais un théâtre. Il y a toujours eu des acteurs, et le politique, d'ailleurs, vous pouvez pas être un grand penseur de l'économie si vous n'êtes pas homme d'affaires et si vous êtes sur tous les médias du matin au soir. Si vous n'avez pas mis les mains dans le cambouis. Si vous êtes le matin sur la matinale d'une radio, après sur une télé, vous êtes un homme de médias surtout. Et moi, je rencontre beaucoup de politiques aujourd'hui qui sont surtout des femmes et des hommes de médias, mais pas des techniciens, et encore moins des connaisseurs, et encore moins ce que devrait être vraiment le vrai politique, des sages de la cité et de la vie nationale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que vous vous retrouvez avec des personnes, finalement, qui, aujourd'hui, en plus de ça, sont des femmes et des hommes de médias, mais qui n'ont même pas le sens du média, le sens du spectacle. Georges Marchais, Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie, Paul Mitterrand, Une certaine épaisseur. même Lionel Jospin, même Ségolène Royal, ça prenait à la rigueur. Si vous comparez, on reprend deux femmes. Aujourd'hui, vous avez encore Mélenchon. Oui, qui est issu de génération. cette génération. C'est l'ancienne génération, parce qu'il a plus de près de 75 ans, Jean-Luc Mélenchon, quasiment. Mais Marine Tondelier, Fabien Roussel, Édouard Philippe, Gabriel Attal. Du côté du Rassemblement national, on est vraiment sur... Je ne vais pas casser Bardella non plus, mais quand j'entends Bardella au journal de 20h, chez Léa Salamé, quand on lui pose une question sur la taxation sur la fortune financière, et qui répond en disant à la question « Mais vous créez une nouvelle taxe ?» Léa Salamé lui dit « Pourquoi créer ?» Il dit « Oh, cette taxe est l'héritière de la taxe d'habitation parce que nous voulons que les Français restent propriétaires de la maison France. » Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est embrouillé dans les fiches. C'est hors sol. C'est hors sol. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec les politiques aujourd'hui, c'est quand même très grave, parce que le problème, c'est que les politiques, paradoxalement, ont de plus en plus de pouvoir dans le monde actuel. Donc vous donnez quand même les clés à des gens qui réussissent par un peu leur dépendance ou leur soumission, on peut appeler ça comme on veut, parce que ce sont des gens, je sens, qui vont pas avoir la capacité d'être des self-made man, qui vont pas aller trop loin, qui vont pas porter un message. Parce qu'il y a un gros problème, vous êtes un média, on va dire, un peu alternatif, vous avez aujourd'hui du mainstream, les Américains sont ouverts là-dessus aussi. Aux États-Unis, vous parlez médias mainstream, ça se dit beaucoup, pour médias de masse. Bien sûr. Mais il n'y a pas de mal à avoir des médias alternatifs là-bas. Justement, ça compense. Ça compense, mais la différence qu'il y a surtout, c'est que si vous dites une vérité dans un média alternatif aux États-Unis, elle a autant de poids que si vous l'aviez énoncée dans un média mainstream de masse. Alors qu'en France, c'est différent. Il y a des pas encore à ce niveau. Je dis la même chose sur BFM ou sur une chaîne du câble et tout, c'est pas pareil déjà. Et donc, je veux dire, le problème, c'est que les pays comme ça, les politiques prennent de plus en plus de pouvoir, et nous avons des politiques qui sont vraiment des acteurs. Qui se retrouvent et pas du meilleur niveau, juste de ça. Tom Benoît, on arrive au terme de ce riche entretien. Vraiment un vrai plaisir de vous avoir dans l'émission. J'espère vous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle émission. Décryptage un peu plus de l'actualité. Merci beaucoup. J'invite aussi les spectateurs de cette émission à retrouver tous vos travaux, donc sur X, sur YouTube, où vous faites les séquences. Où on peut avoir le ton justement le plus direct et le plus opérationnel. Bon, une fois encore, je veux dire, il y a toujours une forme de, on fait pas les choses par hasard, évidemment, mais de mission un peu qu'on se donne. À travers nos rencontres et notre parcours aussi, à un moment donné. Et d'autres, et c'est une forme de quête quand même de vérité et de propreté.
chemine. D'ailleurs, très rapidement, un petit conseil de lecture, d'inspiration pour ceux qui vont voir l'entretien, qui vous a guidé un peu sur votre parcours. Corporel ou de lecture, ouais. Voilà, un petit conseil. Moi, ce qui m'a marqué vraiment, j'en ai parlé régulièrement, c'est Arthur Schopenhauer sur les lectures que j'ai lu et relu et qui, de loin réellement, fait. Et puis après, il y a Barbé d'Aurevilly sur de la littérature un peu plus, mais là on est sur un côté un peu plus. Ça m'a passé. J'ai aimé beaucoup une partie de littérature assez sombre, une période justement, littérature italienne aussi. Euh, Pas de lecture économique, pas de Thomas Piketty. Non, pas Thomas Piketty, non, j'avais cité Bruno Coleman qui avait écrit un livre qui s'appelle L'Abonné chez Fayard, qui est brillant et qui est de loin le meilleur livre économique qui est paru ces dernières années. Et qui a 2 ans. Ouais, Schumpeter, évidemment, et puis après. Cher à Charles Gave. Ouais, c'est cher. Ouais. Mais, ouais, bon, c'est peut-être parce que ce qui restera de meilleur pour Schumpeter, ça. Ouais. Mais Milton Friedman, par ailleurs, si vrai, le faire parallèle avec Charles Gave. Mais voilà, mais sur la partie un peu plus littéraire, ça a été une littérature voilà, un peu sombre, italienne, française, qui était très mélancolique. D'accord. Que j'ai aimé, aujourd'hui, je m'en suis éloigné. Voilà, je suis beaucoup moins. D'accord. Alors, c'est une question d'âge, peut-être, être entre deux âges un petit peu. Je suis jeune, mais plus tout à fait très jeune encore. Voilà, c'est un peu donc on n'a plus envie de mélancolie. Après, on a envie quand on est un peu plus jeune. Pragmatisme, et d'avoir les pieds bien sur terre. Ouais. Merci infiniment à nouveau pour cet entretien. À très bientôt. Avec plaisir. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ce long format. Je vous rappelle évidemment le grand classique. Commentez, posez vos questions, car c'est le moyen d'être en rapport direct avec vous. C'est l'intérêt de ces plateformes numériques. Partagez un maximum de nos extraits, de nos émissions sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, où vous pouvez nous retrouver bien évidemment. L'adresse mail se trouve aussi également en description de cette vidéo. Si vous voulez vous adresser à nous, éventuelle collaboration, même pour des questions, n'hésitez pas. Il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses et à très bientôt. Portez-vous bien.